qu'on ne va cesser de parler de ce qui vient de se passer en Tunisie en essayant à la fois d'en comprendre les causes et d'en flairer un petit peu ce que vont être les conséquences à la fois militaires et surtout politiques. Sophie Alexandra Ayachi, vous vouliez réagir à ce que Tayeb Bakouche, le ministre des Affaires étrangères tunisien, a dit en compagnie de Claude Barthelone, puisqu'il était, j'allais dire accidentellement, l'invité du président de l'Assemblée nationale pour toute autre chose à Paris. Oui, tout à fait. Bah, écoutez, moi je pense que son discours a été remarquable, tant par la justesse de ses propos que par son analyse. Il a insisté sur le caractère imprévisible et international donc, du terrorisme. C'est, à mon avis, il a raison. Et puis, effectivement, j'en profite aussi pour saluer les actions quand même des forces de l'ordre qui ont été très importantes ces derniers temps et particulièrement importantes aujourd'hui. Alors nous a rejoint Emmanuel Dupuis. Le géopolitique que vous êtes a dû être sensible aussi à la manière dont le ministre des Affaires étrangères tunisien a axé son intervention comme la clé finalement, une des clés, mais peut-être la clé principale d'une solution éventuelle à cette situation de déstabilisation généralisée. C'est la Libye, on le disait avant votre arrivée dans la première heure. Il a en quelque sorte conforté cette analyse. Alors, il la conforte, mais les experts que nous sommes le savions depuis longtemps. Je retiens d'ailleurs une phrase qui revient en boucle en disant que le terrorisme n'est pas seulement local, il est mondial, il est aussi régional. Et je crois que ça, c'est l'élément le plus important. Au moment où il y a insuffisamment d'outils de coopération entre le Nord et le Sud, mais surtout entre les pays du Sud, entre eux. Je reviens du Maroc, où s'est tenu un forum à Dakhla. Il n'a été question que de coopération Sud-Sud, pour ne pas dire de coopération régionale. Et je crois qu'il est particulièrement important... Alors pourquoi cette absence de coopération ? Parce que l'intégration maghrébine n'a pas suivi le printemps arabe et parce que l'agenda national, celui du recouvrement de la souveraineté nationale après celui de l'expression de la souveraineté populaire, a précédé la nouvelle étape qui est celle de la consolidation des États. Et on le sait avec la constitution égyptienne et la constitution de Tunisie en février dernier, cette étape allait commencer. D'ailleurs, cette attaque arrive dans un moment un petit peu particulier. Ça a été évoqué tout au long de l'après-midi, la discussion, les auditions, au moment même que l'attaque se produisait dans le Bardo, c'est-à-dire le Parlement, un certain nombre d'experts, notamment militaires et sécuritaires, qui étaient auditionnés par les 216 députés, enfin 216, une bonne partie de ces députés, et puis on le sait peut-être moins, une restructuration tout à fait récente des services de renseignement, puisqu'il y a à peu près 2 semaines, il y a eu tout un changement à la tête des services de renseignement, avec la création d'un nouveau département, confié à un ancien responsable de l'appareil sécuritaire bourguibien, Rafik Cheli, qui a eu comme première tâche de se débarrasser de tous ceux qui avaient été nommés précédemment, en indiquant précisément qu'il craignait qu'il y ait eu des failles, des infiltrations et potentiellement une certaine forme de laxisme. J'écoutais ce que disait un député récemment en évoquant le fait qu'il y a sans doute eu une faille de sécurité dans l'accès au bâtiment. Les images le prouvent, le Bardo est à gauche et l'entrée du Parlement n'est qu'à 20 mètres. Ce qui est important et à mon avis intéressant à retenir ici, c'est qu'on voit que les mouvements djihadistes ou ces groupuscules passent certaines attaques, par exemple à Monchabni, situé à la frontière algéro-tunisienne, ou par exemple quand ils s'attaquent à des postes de sécurité, là c'est une attaque en plein centre-ville. Non seulement symbolique, c'est le Parlement ou le musée, mais ça c'est très important et c'est inquiétant pour les Tunisiens. Deuxième élément, c'est qu'il ne faut pas oublier, l'armée tunisienne, à la suite de la chute du régime, on s'était rendu compte qu'il y avait 35 000 hommes militaires. Ben Ali a beaucoup favorisé la police que l'armée. Donc il y a une capacité aussi, et j'allais dire même un savoir-faire. Les forces de police et l'armée tunisienne ne sont jamais confrontées dans le passé à ce genre d'attentat. Et donc il faut un petit peu de temps pour que ces forces de police... Et je signale un dernier élément, c'est que les Tunisiens avaient beaucoup de problèmes avec certains pays européens pour acheter certains armements, par exemple le matériel utilisé, par exemple nocturne, etc., de certains pays européens qui étaient un peu réticents après la victoire des islamistes. Donc l'appareil sécuritaire tunisien souffre aussi, donc sur le plan économique, sur le plan militaire, et même sur le plan logistique. Et même sur le plan des équipements, sans oublier bien sûr l'autre élément mentionné par le ministre des Affaires étrangères, M. Bakouche, c'est-à-dire la poudrière libyenne. Vincent Hervouet qui nous a rejoint. On a entendu le ministre des Affaires étrangères tunisien disant qu'une des clés finalement de la situation, c'était une stabilisation la plus rapide possible, semble-t-il souhaiter évidemment,
en Libye, il a raison de dire que c'est l'épicentre finalement de ces répliques du séisme qui affecte la région. Et comment est-ce que vous voulez vous développer face à avec à votre flanc un bubon pareil, un abcès comme purulent comme est aujourd'hui la Libye? C'est un nid de frelons, c'est redoutable. Je veux dire, la Tunisie a des défis très lourds à relever, sécuritaires mais pas seulement, sociaux, Oui, économiques et sociaux c'est une aussi. catastrophe. Politique, il y a une embellie, il y a une forme de stabilité avec cette alliance un peu contre nature, un peu surprenante entre Ennahda et Ennahda Tounes, mais vous avez cette frontière et au-delà, cette espèce de territoire qui a totalement sombré dans la guerre de tous contre tous, avec comment pourrait-on illustrer ça? Avec des centaines de petits Kadhafi et désormais donc les jeunes Tunisiens qui rêvent de s'ensauvager, de faire la guerre, d'apprendre à tuer, de faire le djihad comme on dit noblement, eh bien ne vont plus en Syrie, en Irak, ils vont directement en Libye, et trouvent, évidemment à s'enrôler. Donc c'est un problème considérable. Hein. Oui, ça grève hein, effectivement. Et la Outre le Tunisie fait que- seule n'est pas armée pour y faire face. Ou En elle... tout cas, je peux dire que nous, Français, on a une sacrée responsabilité hein, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Libye. À cause de l'intervention rapport en à Libye l'avenir de la et Tunisie. du non-suivi politique de cette intervention. Par rapport à oui, parce qu'on a semé là-bas le chaos et qu'on est incapable de reconstruire les bribes d'un État dont il n'y avait déjà pas grand-chose, mais dont il n'y a absolument plus rien, si ce n'est aujourd'hui la guerre de tous contre tous. Oui. Non, il y a quelque chose dans ce qui s'est passé cet après-midi. Il y a quelque chose qui est très frappant, c'est que bon, évidemment, on a touché au cœur du pays, au cœur de la capitale. Un symbole ou politique ou culturel ou les deux. Oui, bien sûr. Et puis en même temps, c'est pas un attentat aveugle. Eh bien, il arrive à ce moment précis de l'histoire. C'est quand même des touristes européens qu'on a essayé de massacrer, et à cet endroit précis. D'accord. Et puis, mais ça arrive en même temps alors qu'il y a une forme de stabilité politique qui s'est enfin instaurée et où on mesure le champ de tout ce que ce gouvernement a à faire avec une marge de manœuvre si étroite. Pour la Bien sûr. reconstruction. Et donc, vous avez cette espèce d'attentat qui va fusiller, si j'ose dire, la saison touristique. Et c'est quand même pas rien en Tunisie, le ressort du tourisme dans l'économie nationale, alors que le pays est endetté, que les caisses sont vides, que le chômage est partout, que la croissance est anémique, etc. etc. C'est vraiment un coup de grâce. Hein. Emmanuel Dupuy. Ouais, moi, je suis tout à fait en accord avec ce que vient de dire Vincent. Il y a un élan qui a été brisé. D'ici quelques jours devait se tenir le Forum mondial social, qui était très attendu par la société civile, précisément celle qui avait lutté par sa voix et par sa présence dans les rues de Tunis. Je crois qu'il est particulièrement important de rappeler que la France a une responsabilité particulière, mais que d'autres n'ont pas attendu pour se porter au chevet de la Tunisie. Ça a été particulièrement bien indiqué précédemment. 15% de chômage, un tas de chômage dans certaines parties de la Tunisie qui touche près de 40% de la population, 33% de chômeurs jeunes diplômés, ce qui est là aussi une aberration puisque c'est précisément ceux qui se sont manifestés bruyamment et de manière ostentatoire. Et je crois qu'il y a une vraie solidarité à avoir avec la Tunisie. On a coutume de dire que la lutte contre le terrorisme, c'est pas seulement du contre-terrorisme, mais ça implique d'autres actions, et notamment des actions en amont. Je crois que le ministre des Affaires étrangères Bakouche le rappelait, quand il n'y a plus d'État, il y a un terreau favorable à toute forme de criminalisation, toute forme de radicalisation. Et c'est précisément la situation que vit actuellement la Tunisie. Il y a 6 mois, la Tunisie était en carence de paiement de ses fonctionnaires, 150 000 fonctionnaires. Le Front monétaire international a mis beaucoup de temps à promettre les 8 milliards d'euros qu'il a promis, qu'il juge nécessaires pour la reconstruction du pays. Et Vincent l'a particulièrement bien rappelé, il a tardé à le promettre parce que les assises du pouvoir étaient un petit peu chancelantes. Oui. Et au moment où cette assise est en train de se mettre en place, un nouveau président, un nouveau Parlement, une constitution qui appuie cette légitimité, tout ça est totalement sapé au moment précisément, vous l'avez rappelé, de l'ouverture de la saison touristique. 40% du budget tunisien en dépend.
Parce qu'à midi, Vincent Herouet, avec son sens toujours provocateur, parlait comme ça, au détour d'une phrase, de la coalition contre nature. Il a tort. Je ne dis pas qu'il a tort, mais je voulais savoir ce que vous en pensiez, parce que ce n'était pas vraiment la tonalité qui était la vôtre tout à l'heure, puisque vous aviez, avec Bernard Guetta, souligné la singularité d'Ennahda et peut-être son rôle décisif quand même dans le processus démocratique tunisien. Oui, mais c'est un couple un petit peu indispensable à la Tunisie, parce qu'on ne dialogue pas finalement toujours avec ses ennemis, avec ses amis, on dialogue aussi avec ses ennemis. Et d'autant plus que Ranouchi et Bajika Etsepsi entretiennent d'excellentes relations. Et je rappelle que c'est la rencontre de Paris et d'Alger qui a scellé un petit peu cette alliance. Vous avez un parti qui a gagné les élections, justement au nom de l'État, le retour de l'État incarné par Bajika Etsepsi, qui a ratissé large, une sorte de barge espagnole avec les anciens de Bourguiba, les anciens de Ben Ali. Et c'est tant mieux, parce que la transition, elle est inclusive, elle n'est pas exclusive. Et vous avez un autre parti qui est Ennahda, qui a une légitimité, il faut le dire, une légitimité démocratique, une légitimité qui est passée par les urnes. Et je pense que c'est sage de la part de ces deux hommes-là de travailler plutôt ensemble. Ranouchi a hésité au départ, donc sa base, elle n'était pas très enthousiaste, en disant, là on va laisser Bajika Etsepsi gouverner seul, il va se casser les dents. Et pourtant, Ennahda n'a pas joué la chaise vide, il a accepté de jouer, en acceptant même certains postes qui n'étaient pas très gratifiants pour le parti d'Ennahda. Donc je ne pense pas que c'est un couple ou une alliance contre nature, parce que finalement, dans le jeu démocratique, parfois, il arrive que, bien sûr, que les anciens, en tout cas ennemis, se retrouvent à la même table. Et en termes de coalition contre nature, on va voir ce que nous réserve la vie politique israélienne dans les heures qui viennent. Ça promet de ne pas être triste. Sophie Alexandra. Écoutez, moi aussi, j'étais assez d'accord avec l'idée d'une coalition contre nature, parce que si, dans l'absolu, quand on a vu la campagne de Nidetoun, c'était quand même basé sur l'exclusion de Ennahda du pouvoir. Donc c'était ça, c'était le vote utile. Donc c'est vrai qu'on a vu ensuite qu'ils ont... Mais c'était un mal nécessaire. Et un programme et l'exercice quand même, ils ont voté pour ça, les électeurs, donc à la limite, bon. Mais donc effectivement, même si certains se sentent trahis aujourd'hui, c'est un mal nécessaire, parce qu'il fallait une coalition entre les deux. C'était nécessaire pour le développement du pays et puis pour la relance, effectivement, pour que les gens aient conscience et qu'on puisse se remettre. Mais c'était contre nature. C'était clairement contre nature. Bon, ils sont pas de nature, en tout cas, dans le jeu démocratique. En fait, l'objectif, c'est plutôt faire revivre sa transition politique, même avec ses ennemis. Emmanuel ? Moi, je serais entre les deux, si vous me le permettez. Vous êtes dans le tiré de contre-nature, c'est plus prudent, vous avez raison. En étant évidemment d'accord avec les deux partis, si j'ose dire, et en rajoutant un élément important, d'autres forces politiques, et notamment l'UGTT, l'Union Générale des Travailleurs. Dont on va avoir le secrétaire général au téléphone dans un instant. Une force sociale puissante, parce qu'elle s'inscrit dans la durée, dans le long terme. Et l'autre élément important, faut-il le rappeler, surtout parce que la Tunisie a besoin d'investissement, c'est l'UTICA, c'est-à-dire le patronat. Et je crois que ce qu'on a appelé le quintet, donc entre les deux partis principaux, Nida Tounes, qui lui est bien évidemment une kyrielle de partis qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite, avec comme seule revendication commune de chasser Ennahda du pouvoir qu'il a exercé depuis 3 ans, et avec un vernis séculier, disons, une reconnaissance de l'importance, de la prégnance de la nature civile de l'État qui doit être réaffirmée à travers la Constitution. Et bien évidemment, les 216 constitutions l'ont permis. D'ordre. Et puis bien évidemment, d'autres partis. Il ne faut pas non plus oublier ces autres partis qui constituent quand même 35 à 40% des votants, qui ne se reconnaissent ni dans les deux grands partis, mais qui peuvent se retrouver ponctuellement selon un certain nombre d'éléments qui sont dans le débat public. Là, évidemment, il y a une union nationale, et je suppose que le cher Ranouchi prononcera un discours en se désolidarisant évidemment de ces attentats, comme il l'a fait en 2013, au moment où les 2 députés étaient assassinés. En attendant l'intervention du président tunisien qu'on nous annonçait pour tout à l'heure et qui se fait toujours attendre. On va se quitter un instant pour une page de pub et puis on va rester sur cette actualité tunisienne jusqu'à 19h. C'est évidemment l'actualité tunisienne à laquelle est consacré l'ensemble de ce 5 à 7. Le rappel des faits de ce bilan terrible, 19 morts, dont 17 touristes étrangers. Et dans la quarantaine de blessés, on compte 4 Français. Yaël Chambon vous redit ce qui s'est passé en fin de matinée. C'est par l'arrière du musée Bardot que ces visiteurs sont évacués. La plupart sont des touristes en croisière, ayant profité d'une escale de quelques heures à Tunis pour visiter le musée.
Arrivés sur place par autocar, 2 hommes lourdement armés les attaquent. Plusieurs personnes sont tuées. Un employé du musée qui a vu de ses yeux un groupe de touristes, une dizaine, dit-il, une quinzaine, sortir en courant, pourchassés par un des terroristes. Il les a tirés comme des lapins. Il parle d'un enfant qui essayait d'échapper aux balles. Vous n'imaginez pas le choc pour nous, Tunisiens. Rapidement, les secours prennent en charge les victimes, transportées au plus vite vers l'hôpital. Selon certaines sources, la cible aurait été l'Assemblée nationale, qui se trouve à 2 pas du musée. Mais un échange de tirs avec la garde présidentielle contraint les 2 hommes armés à changer leur plan et à se diriger vers le bâtiment mitoyen moins surveillé. Après avoir entendu les coups de feu, les députés se sont rassemblés dans le hall de l'Assemblée. L'un des assaillants a essayé d'entrer dans le Parlement. Toutes les fenêtres du Parlement ont été fermées pour éviter des balles perdues. Certains parlementaires sont choqués qu'on puisse attaquer aussi facilement l'Assemblée nationale tunisienne. Face à la tragédie, les Tunisiens entonnent l'hymne national. Les 2 terroristes ont été abattus par les forces de l'ordre, acclamés à leur sortie du Parlement. Voilà donc cet attentat. Emmanuel Dupuis, on va peut-être revenir pour les téléspectateurs qui nous auraient rejoints sur la Tunisie cible. Alors on ne sait pas exactement et factuellement, il faut attendre un peu. C'était visiblement le Parlement dans lequel était discuté un durcissement de toute la législation antiterroriste qui était visée. Le musée semblant être une base de repli des terroristes repoussés par les forces de l'ordre. Mais quoi qu'il en soit, c'est la Tunisie et c'est la singularité de la Tunisie dans le monde arabe qui est visée à cause de la spécificité du processus démocratique. Alors c'est ça, et puis c'est aussi le moment auquel cette attaque se produit, puisque on sait que la Libye est sans doute la passoire à travers duquel passent et les armes et les hommes qui commettent des attentats, non seulement en Tunisie, mais bien évidemment aussi au sud de la frontière, c'est-à-dire au Niger, au Mali, potentiellement au Tchad, j'espère, mais il y a ce risque. Mais c'est aussi le fait que la Tunisie a choisi de s'ancrer dans la normalité, de revenir comme un bon élève de la communauté internationale pour évidemment montrer qu'il y a une capacité d'attractivité nouvelle, renouvelée, touristique, infrastructure. Une bonne partie des demandes qui avaient émaillé le processus révolutionnaire venaient du fait qu'il devait y avoir un développement harmonieux de la Tunisie, non seulement les infrastructures côtières, mais entre le centre et la périphérie. Et je crois que c'est là un enjeu essentiel, puisqu'on évoque le fait qu'il y a de longue date une menace terroriste en Tunisie. On l'a évoqué, en 2013, 2 députés ont été assassinés. La famille d'ailleurs parle d'un laxisme criminel, parce qu'aucune enquête n'a abouti. Donc ça aussi, il y a sans doute un travail qui aurait dû être fait par les forces de sécurité, mais avec des forces de sécurité amoindries. Ça a été évoqué par Hasni, 35 000 hommes, ce qui est relativement peu au regard des enjeux. Et puis, bien évidemment, sans doute, un élément que nous devrons mettre en analyse, si j'ose dire, avec la porosité ou la perméabilité de la frontière libyenne. Il y aurait actuellement 1,5 million de Libyens qui ont fui la Libye, tout simplement parce que la situation sécuritaire ne se prêtait plus au développement de leur développement économique. Mais il y a un autre phénomène particulièrement dangereux, c'est la circulation des armes dans toute cette région. On parle de 12 millions d'armes légères et de petit calibre. On évoque le fait que ce soient des Kalachnikov, certes, mais il y a ce phénomène qui incite de nouveau à ce que la Tunisie, comme d'autres, soit pris comme un modèle. Et la Libye continue à être un arsenal à ciel ouvert, en fait. La Libye est l'endroit d'où tout transite et d'où tout provient, mais bien évidemment pour se propager en dehors de son territoire national. Et c'est la raison pour laquelle il me semble que cette attaque est un phénomène supplémentaire qui doit nous inciter à réfléchir à une action globale. Je rappelle qu'en novembre dernier, les chefs d'État africains eux-mêmes ont appelé à ce qu'il y ait une intervention militaire de la part de la communauté internationale. Si ce n'est pas la France, si ce n'est pas l'ONU, ça pourrait être l'OTAN. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'avait mis en avant. On va être au téléphone en direct avec Raouf Kalsi qui est à Tunis même. Bonsoir.
Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez vu et perçu de la réaction des habitants de Tunis après cet attentat et ce carnage? Voyez-vous, bon, les Tunisiens sont consternés parce que là, c'est la première fois qu'une telle opération se produit, c'est-à-dire dans un aire de souveraineté, près d'un endroit de souveraineté, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, et à plus forte raison, c'est-à-dire dans le haut culte, dans le haut lieu de la culture, c'est-à-dire le musée le plus important du pays, c'est-à-dire donc en plus consternation, bon, passe encore pour les attaques, pour les attaques qu'ont subies nos militaires, mais là le problème c'est que vous savez, les Tunisiens sont très accueillants, et ils sont consternés parce que vraiment, ce massacre des touristes, ça a choqué vraiment. Vous pensez que le pays est dans un état de choc, quoi. Raouf Kalti, vous pensez que cet attentat peut compromettre très sérieusement, attaquer finalement ce gisement économique qu'est le tourisme pour la Tunisie? Non, mais vous savez, le gisement économique était compromis depuis très longtemps. De toute façon, il fallait s'y attendre. Oui, maintenant, c'est peut-être le coup dont j'espère qu'il ne sera pas fatal, mais pour cette année, je viens de parcourir un peu les sites, les réactions en France, à travers dans d'autres pays. Il y a déjà trop. Il y a des milliers d'annulations en Italie aussi et tout ça. Donc, vous voyez, ce sent le problème. Moi, je trouverais indécent maintenant de parler de tourisme, de gisement économique et tout ça, parce que le problème économique du pays ne tient pas au tourisme, ça tient au phosphate, ça tient à beaucoup de choses. Nous sommes dans une situation d'économie d'endettement, donc le tourisme il a des problèmes structurels qui datent depuis très longtemps, même avant la chute de Ben Ali. Maintenant, bon, c'est un coup fatal, d'accord, mais avant, de toute façon, il y a bien eu des attentats contre des Allemands à l'époque de Ben Ali, contre à la Ghaliba, des Allemands à la Ghaliba, c'est-à-dire c'est le lieu de pèlerinage, deuxième lieu de pèlerinage des Juifs en Tunisie qui sont Djerba. Donc, et malgré ça, la Tunisie a remonté la pente. Merci beaucoup. L'ampleur du nombre est quand même choquante. Merci beaucoup, Raouf Kalsi. Nous vous quittons et nous sommes en ligne maintenant avec Elisabeth Guigou, qui préside la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale et qui, en plus, a un rapport privilégié avec la Tunisie. Elisabeth Guigou, le fait que ce soit le Parlement tunisien qui ait été visiblement visé, c'est quelque chose de très symbolique dans la volonté de la Tunisie d'affirmer son fonctionnement démocratique. Oui, bien sûr. Tout est symbolique dans cette terrible attaque terroriste qui a touché durement le peuple tunisien, des touristes étrangers. Vraiment, toute ma compassion va aux victimes, évidemment, et nous sentons très solidaires dans cette terrible épreuve avec la Tunisie. C'est symbolique parce que non seulement c'est une attaque à ce magnifique musée du Bardo qui jouxte le Parlement, c'est-à-dire que c'est à la fois une attaque contre le Parlement tunisien qui examinait juste au moment où ça s'est produit un projet de loi sur justement la lutte contre le terrorisme. C'est une attaque contre le musée du Bardo qui est un musée de cette magnifique civilisation méditerranéenne qui est celle des Tunisiens mais qui est aussi la nôtre, n'est-ce pas, des deux côtés de la Méditerranée. Et puis c'est la première fois qu'il y a une attaque contre des civils. Jusque-là, le terrorisme qui s'était exprimé, mais de façon déjà terrible et très meurtrière, c'était contre des policiers, des gendarmes, notamment dans les monts Chami. Là, le terrorisme s'attaque à des victimes civiles et à la civilisation, encore une fois, méditerranéenne. Et donc, c'est évidemment extrêmement grave. Je pense que plus que jamais, dans cette épreuve, nous devons rester solidaires, tous ensemble, parce que nous sommes affrontés à la même menace, aux mêmes tragédies.
je veux rappeler que c'est un jeune juif tunisien, Yoav Attab, qui parmi d'autres victimes a été tué dans l'épicerie hyper cachère, qui d'ailleurs, je crois, accompagnera le président de Tunisie, son père accompagnera le président de Tunisie dans sa visite à Paris. Donc voilà, nous sommes affrontés à la même menace. Nous devons être solidaires face à cette menace. Nous devons accentuer notre coopération policière, mais aussi économique. Et bien entendu, il faut que l'Europe fasse davantage pour la Tunisie, je crois. Merci beaucoup, Elisabeth Guigou, de cette réaction. Je rappelle que vous présidez la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. À midi tout à l'heure, notre correspondant Raouf Kalsi, le journaliste tunisien, disait que c'était indécent de parler de gisement économique pour le tourisme. Reste que c'est une des ressources principales du pays et que tout ce qui peut l'affecter affaiblit évidemment aussi le pouvoir en place et le processus démocratique. Le journaliste a parfaitement raison de rappeler que c'est une question lancinante, si j'ose dire, puisqu'après l'attentat contre la mosquée à Djerba, il y avait une chute de quasiment division par 4 du nombre de touristes. Alors évidemment, on est dans la compassion et bien évidemment dans le partage de la douleur des familles qui sont décédées aujourd'hui au Bardo, qui ont malheureusement eu le malheur d'être là. Mais je crois que c'est important de rappeler que c'est une donnée importante, structurante, au moment où la Tunisie basait aussi son attractivité sur sa capacité hôtelière, le développement d'un certain nombre de forums internationaux. J'ai évoqué le Forum mondial social, devait se tenir, ou doit se tenir, j'espère, encore, d'ici peu, un forum sur la sécurité dans l'espace méditerranéen. C'est d'autant plus important que la Tunisie fait partie du 5+5, qui est sans doute la structure qui fonctionne le mieux en matière de coopération transméditerranéenne, regroupant les 5 pays latins de l'Union européenne et les 5 pays du Maghreb. La France et le Maroc, d'ailleurs, vont sceller leur réconciliation à partir de juillet, puisqu'ils vont co-présider cette structure. Oui, tout à fait. Moi, il y aurait un impact terrible si jamais l'expérience qui est actuellement menée sur le plan politique était réellement compromise par cet attentat, parce que c'est le seul cas, finalement, de transition post-révolutionnaire qui ait fonctionné dans le monde arabe. Au prix de 1000 difficultés, Oui, non, mais bon, parce que ce qui se passe en Égypte, c'est quand même, on voit bien quand même que la chape de plomb, Pharaon est de retour et qu'on n'est pas prêt de s'en débarrasser. Avec Béji, Khalid Essebsi, c'est pas Bourguiba, il y a encore du jeu, mais tout peut se figer soudain et on revient à un système sécuritaire extrêmement, les flics étant totalement dépassés vu l'ampleur de la tâche. Par ailleurs, j'écoutais Elisabeth Guigou et puis je me disais que le jour où j'aurai du temps, si j'ai un jour j'ai du temps, ou plutôt je devrais bientôt avoir le temps de m'atteler à un travail sur l'art de plastronner de la politique étrangère de la France. Finalement, quand vous regardez Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac s'était payé Milosevic, et tout le monde se fout éperdument de savoir ce qu'est devenu le Kosovo depuis. Nicolas Sarkozy s'est offert le scalp de Kadhafi, et qu'importe si le pays a ensuite sombré dans le néant, dans un néant qui est en train d'aspirer tous les pays de la région, jusqu'au Tchad, jusqu'au Cameroun, bonjour les conséquences. François Hollande, c'est pire encore, parce qu'il n'a pas pu avoir la tête de Bachar el-Assad, et c'est pas faute de l'avoir désiré. Mais bon, il y a quelque chose c'est l'ai-je bien descendu. Finalement, la ligne directrice, c'est l'ai-je bien descendu, et se taper la poitrine à grand renfort en plastronnant. C'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous, il y a une responsabilité directe de ceux qui ont voulu et commandité l'opération libyenne, parce qu'on ne cesse finalement d'en vivre les conséquences. La vérité, c'est que j'ai écouté le chef de l'État qui a vraiment il a une chance, c'est formidable, il a le sens de l'opportunité. Il était au Louvre aujourd'hui. C'est le Louvre de l'Afrique du Nord qui a été attaqué, parce que le musée du Bardo, c'est là où vous avez les plus belles Oui, il était au Louvre justement en signe de solidarité avec les œuvres culturelles. C'est la France mère des arts et des humanités, et c'est l'idée qu'on va défendre partout où il est mis en danger par les barbares, les nouveaux barbares, qui, à la masse, à la pelleteuse ou au marteau-piqueur sont en train de faire du passé table rase. Eh bien, nous, on se prétend les héritiers de l'histoire et une forme d'humanité qu'on essaie de promouvoir. C'est pas mal. C'est un peu, normalement, le travail de la directrice générale de l'UNESCO. Mais
Mais pourquoi pas? Ça peut être un axe de la France, essayer de rassembler autour de cette ambition culturelle réaffirmée. Mais la vérité, c'est qu'on est infoutu d'aider aujourd'hui les Tunisiens d'une manière concrète sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan sécuritaire même. On aura beaucoup de mal. On espère qu'ils arrivent à contenir la menace. Mais essayer de remettre aujourd'hui le dentifrice dans le tube ou essayer réellement d'aider les pays du Maghreb, regardez la Syrie. Regardez la politique étrangère de la France en Syrie. Donc c'est très bien qu'on se fasse les défenseurs des mosaïques du Bardo et des ruines de Ninive. Mais il faut garder le musée. Emmanuel Dupuy. Oui, que dire après j'apprécie cette absolument ce côté iconoclaste de Vincent. Non, c'est le cas de le dire. Effectivement, c'est absolument aussi. Non, cette diplomatie patrimoniale, cette diplomatie du patrimoine matériel, mais aussi de ce qui représente en termes immatériels, est un petit peu choquante quand on sait qu'on aurait pu agir avant. Et je dis cela particulièrement sur la question tunisienne, parce que d'autres ont agi bien avant nous. La formation, c'est-à-dire les Marocains. Les Marocains assurent, depuis la fin de la Révolution, la formation des forces de sécurité. Nous n'avons pas voulu le faire parce que nous n'étions pas sûrs que le processus politique allait amener les bonnes personnes au gouvernement. En ce qui concerne la formation, les équipements des forces armées, ce ne sont pas du matériel français, puisque la France a été très timorée. Nous avons péniblement livré 6 gazelles il y a de cela une vingtaine d'années, et nous sommes en train de réfléchir à un nouveau contrat. Mais bien évidemment, nous ne mettons pas suffisamment d'entrain, et c'est d'autres qui sont en train de fournir ce matériel. On parle même d'ailleurs du rôle des Émirats, puisque les Émirats ont proposé qu'il y ait une sorte de contrat à peu près gigogne à celui qui existe avec le Liban, où pour les besoins de l'armée tunisienne, qui sont énormes, je rappelle, 150 000 hommes pour les forces de sécurité, seulement 35 000 pour les forces armées, alors qu'il y a des frontières à protéger, alors qu'il y a une perméabilité non seulement vis-à-vis de la Libye, mais vis-à-vis de l'Algérie. N'oublions pas qu'un certain nombre de mouvements djihadistes prennent refuge aussi via Djanet dans le Grand Sud algérien, et que le Mochambi est proche de la frontière algérienne et pas du tout de la frontière libyenne. Et que Ansar al-Sharia rejoint ou comporte un certain nombre de djihadistes qui il y a transitent. une sorte d'arc de cercle qui se dessine en pointillé, mais qui est évidemment, et qui vont récupérer armes, hommes, soutien, renaissance dans l'espace du sud-est libyen, mais n'oublions pas l'Algérie. Et je crois que c'est important, et c'est la raison pour laquelle la Tunisie ne cessait de dire depuis le début de la révolution, depuis le début du processus post-révolutionnaire, qu'il fallait aboutir à l'union du Maghreb arabe ou relancer la coopération maghrébine. La preuve en est que nous n'avons pas soutenu cet élément-là. Tant que le Maroc et l'Algérie auront une frontière, se tourneront le dos, tout ça est un rêve éveillé. C'est sur cette conclusion fort peu optimiste, mais on a un petit peu l'habitude avec notre Vincent national qu'on peut tirer la conclusion de ces 2 heures qu'on a essayé qu'on a consacrées à essayer de vous donner les éléments d'information et d'analyse qui vous permettaient de replacer dans son contexte l'attentat dont a été victime la Tunisie aujourd'hui. La suite de l'actu sur LCI.